très heureux de recevoir aujourd'hui M. Mohamed Sawan. Mohamed a eu son PhD à l'Université de Sherbrooke en génie électrique en 1990. L'année d'après, il est rentré à Polytechnique en tant que professeur titulaire en microélectronique et biomédicale. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les dispositifs médicaux. Il est directeur aussi du regroupement stratégique en microsystèmes du Québec, fondateur et directeur du laboratoire de neurotechnologie Polysystème. Ça, je trouve ça assez impressionnant. Auteur et co-auteur de plus de 700 articles scientifiques et conférences. Il est aussi reçu beaucoup de prix, comme la médaille de Bombardier, le prix Jacques Rousseau de l'ACFAS, le prix Barbara Turnbull des Instituts de recherche en santé du Canada, la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, le prix de la ville de Shanghai pour ses collaborations scientifiques internationales, le fellow de l'Académie canadienne de génie, fellow de l'Institut des ingénieurs en électronique et en électrique, fellow de l'Institut canadien des ingénieurs et officier de l'Ordre national du Québec. Alors, c'est tout ce qui rentrait sur ma petite feuille. Je suis gêné d'avoir passé avant lui. Alors, je vous cède la parole. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Je vous remercie d'introduire tout ça, évidemment, et félicitations pour l'initiative de lancer nous, évidemment. Donc, je suis, disons, content d'être parmi le premier batch. Merci à mes collègues qui m'ont précédé, évidemment, ouvert la balle. Et ceci dit, donc, merci à tout le monde d'être encore là. J'essaie de ne pas être très lourd. Évidemment, il a dit quelques chiffres, 90 PhD, ça veut dire beaucoup de cheveux blancs, donc c'est pris, ces choses-là, parce que je suis vieux. Et donc, j'ai remercié aussi le premier, évidemment, conférencier qui a introduit un peu le domaine, et vous en se parle un peu. C'est ça, donc, il y en a qui aimeraient que je parle en anglais. Non? Donc, ça va? Je peux parler en arabe, en anglais. Donc, j'ai seulement la première page en français, mais les transparences sont tous en anglais, malheureusement, parce que je n'ai pas pris la peine de traduire, bien sûr. Et donc, je vais parler en français, comme vous voyez ici. Donc, Polytechnique, une vingtaine d'années, un peu plus, mon lab et mon centre de recherche, comme vous voyez. Alors, je pense que ça marche, ça, oui. Donc, je reviens sur quelques images que le premier conférencier a présentées. Évidemment, vous vous souvenez de ça, c'est la madame qui, à partir de ses pensées, donc il y a un grand connecteur qui est utilisé pour commander un robot et puis donc boire de l'eau sans utiliser ses bras parce qu'il est paralysé. Ça aussi, on a vu cette image-là où on stimule dans la partie centrale. Vous connaissez un peu peut-être l'anatomie. On parle des hypothalamus, des thalamus dans ces régions-là. C'est pour les Parkinson. Donc, c'est une technologie qui existe depuis maintenant 15-20 ans. Ce n'est pas nouveau. Évidemment, malheureusement, il y en a des patients qui ont ces problèmes-là et qui bénéficient de ça pour arrêter la progression de la maladie. Premier système qui est la vraie, disons, interface cerveau-machine, qui est l'implant cochléaire. Pour ceux qui sont complètement sourds, l'idée c'est donc il y a un système sophistiqué, mais qui se communique avec l'intérieur, la cochlée, un organe qui est à l'intérieur, que vous voyez ici rond, et qu'il y a des fibres nerveuses dans ces cochlées-là. Le fait d'injecter des charges sur ces fibres nerveuses, qui sont connectées à leur tour dans la partie, disons, du cerveau, qui est la région responsable de l'audition. Évidemment, les patients peuvent récupérer jusqu'à quasiment 80% des euros. Et puis les enfants naissant, aussitôt qu'on réalise qu'ils sont sourds liés, à partir de l'âge de 6 mois ou 1 an, ils peuvent donc recevoir ces implants-là et ils peuvent grandir normalement de nos jours, donc, ce qui est des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle dans l'implant cochléaire, pour finir, c'est que la cochlée, ce qui est évidemment spécial, sa forme géométrique ne change pas avec l'âge. Ce n'est pas la même chose pour nos oreilles qui grandissent, évidemment, vous savez. Donc ça, c'est pour l'implant cochléaire. Tout le monde connaît les pacemakers, et évidemment, on parle des 500 000 à 1 million de pacemakers qui sont installés chaque année. Donc évidemment, c'est un domaine qui grandit, qui émerge. Les chiffres d'affaires ne sont pas compétitifs avec les manufacturiers, mais c'est quand même assez volumineux.
Donc, ça, c'est le côté vestibule. Donc, on a trois, disons, antennes qui sont connectées à la cochlée ici. Là. Donc, encore, ces trois antennes nous permettent de rester en équilibre. Je ne tombe pas maintenant parce que mes vestibules fonctionnent bien. Mais il y en a malheureusement qui ne peuvent pas avoir l'équilibre, surtout en hauteur. Ce qui fait qu'il y a des travaux de recherche de nos jours, c'est la recherche comme telle, pour essayer de récupérer cette fonction très importante, comme vous savez. Alors, tout le monde a des iPhones, il y a évidemment ces MEMS à l'intérieur des systèmes électromécaniques qui peuvent évidemment voir la position. Et à partir de ça, on utilise la stimulation électrique comme le pacemaker pour récupérer la fonction en question. Autre chose connectée avec le cerveau, c'est ici, il y a un nerf qui descend du cerveau vers le corps en parallèle à la moelle épinière et qui s'appelle le nerf vague, le vagus nerve. Ce nerf-là, il est utilisé pour quelques fonctions avec un électrode, comme vous voyez ici, entouré, puis ça peut c'est utilisé pour aider un peu les gens dépressifs, un peu pour les Parkinson, pour l'épilepsie, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais grosso modo les fonctions. Le reste ici, c'est le côté la vision. Alors ici, évidemment, on parle d'une rétine artificielle, système toujours comme n'importe lequel, sur deux parties, une partie externe pour recevoir évidemment l'image, transporter ça sous forme évidemment radio à l'intérieur avec l'énergie parce qu'il n'y a pas de batterie dedans, et qu'on peut stimuler la rétine, et que la rétine, il faut qu'elle soit encore évidemment active pour communiquer avec les nerfs optiques et transporter ou transmettre l'information vers les côtés, donc quelques régions du cerveau avant d'atterrir dans le cerveau. Quelques régions, c'est-à-dire nerfs optiques, LGN, donc il y a des segments. Alors, dans ce secteur-là, on travaille dans mon équipe depuis quelques années et j'ai préparé ça pour faciliter un peu. Donc, la microélectronique ou l'électronique, les microsystèmes, évidemment, c'est le domaine comme tel, mais on fait des systèmes un peu plus hybrides, hétérogènes. Donc, on parle des microfluidiques, ça prend les deux, et pour ces systèmes-là, vous allez voir pourquoi. On parle évidemment des énergies, donc il n'y a pas de batterie, il vient de le dire, donc il faut récupérer l'énergie soit du corps, soit des radios, des signaux évidemment qu'on reçoit dans nos cellulaires. Il y a donc les sans-fils pour, pas seulement l'énergie, pour tout ce qui est donné, donc on a dit images, son, si on veut mesurer quelque chose à l'extérieur et aller montrer ça sur un écran, je ne sais pas trop, ça prend ça. On parle des microfabrications, on parle du domaine biomédical, biologie, donc tout ça pour dire c'est multidisciplinaire, c'est pas fini. On parle de l'assemblage, du packaging, évidemment le côté imprimante 3D, c'est très utile pour nous pour faire des packaging sur mesure sans attendre après les États-Unis, je ne sais pas trop. Ensuite, donc, aller vers les tests in vivo, in vitro, etc. Je n'ai pas oublié les mathématiques, je n'ai pas oublié les théories, il est un peu partout, évidemment. Donc tout ça, c'est pour faire des microsystèmes, des jargons qui combinent tout ça, et qu'on parle des dispositifs médicaux, dans notre cas, et surtout donc focus vers les biocapteurs et des actuateurs pour des multiples applications que je vais montrer quelques-uns. Donc je focus pour ma présentation sur deux applications, je dirais. Donc l'apprentissage, la détection, la prédiction pour le problème de l'épilepsie qui est répandu. Et puis la vision, le projet de ma carrière, c'est la vision pour aveugles, pas pour aider ceux qui voient un peu, c'est pour complètement aveugles. On travaille, comme vous allez voir, dans les cerveaux. Donc, disons un peu cochléaire, on parle de pertes d'audition, vision, Parkinson. Il y en a une liste beaucoup plus longue que ces quelques cas des problèmes qui proviennent du cerveau, ce qu'on appelle donc évidemment le système nerveux central. Il y a donc des travaux qui se trouvent au niveau cortex, c'est-à-dire la partie externe, la matière grise que tout le monde appelle, mais aussi dans les profonds, dans les deep brain, donc il y a deux profonds, il y a plusieurs régions qu'il faut connaître et travailler dans ça pour essayer d'aider ces patients-là. Alors, aider ces patients-là, évidemment, c'est réel, mais aussi, avant ça, comprendre. Donc, la neuroscience, qui est évidemment très populaire dans tous les pays, dans toutes les universités, etc., etc. Évidemment, il y a des travaux, mais ça prend des outils un peu plus
sophistiqués, disons avant-gardistes, pour pouvoir fouiller dans le cerveau. Le cerveau, c'est magique, c'est pas compris, et ça prend des outils un peu plus sophistiqués, ce qui existe aujourd'hui avec l'IRM, l'imagerie. C'est bien beau, ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Et qu'avec ces outils-là, une fois qu'on a compris, par exemple, la vision, on ne la connaît pas comment elle s'est fait. C'est magique, évidemment, on est chanceux d'avoir cette fonction-là, mais comment le cerveau le fait, c'est pas connu. Et donc, finalement, on peut faire, lorsqu'on a compris, on peut faire des neuroprothèses pour, évidemment, être plus productif. Si on parle du coût, aux États-Unis seulement, les prix annuels, on parle de 500 milliards de dollars pour ces dysfonctions seulement de la boîte aider les patients dans toutes sortes de fonctions. Donc, une des raisons de ces travaux-là, c'est de pouvoir, évidemment, aider et puis baisser les prix si on paye, etc. Donc, à la base, je montre ces transparents-là, bien chargés, mais grosso modo, les neurones, tout le monde connaît ça. Il y a toutes sortes de formes de neurones, ça c'est des cours au cégep, probablement vous allez voir ce dessin, mais aussi des chiffres, pas pour impressionner, mais il y a dans notre cerveau qui est pas très grand, on parle de 100 milliards de cellules neuronales, donc des neurones comme ça, et puis il y a, ils sont connectés, comme vous savez, dans les deux extrémités, on parle de 100 teraliens. Alors le principe de ça, c'est que le neurone, il est là. Notre travail, c'est d'un côté d'aller comprendre, donc mesurer, alors ce qu'on appelle en jargon, en anglais, neurorecording, on peut faire la mesure. On écoute qu'est-ce que les nerfs font, et on peut donc écouter les signaux qui se promènent le long de l'axone, qui est un signal électrique, on appelle ça spike, et que si on prend un appareil, on mesure, ben, il est assez significatif. Au repos, il est donc dans les 50 millivolts négatifs, parce qu'à l'intérieur il est négatif. Et puis, lorsqu'on excite, ben, il y a un action potentielle, ce qu'on appelle un spike, qui va se promener. Il se promène de la source jusqu'à la fin. À la fin, évidemment, c'est zone entre neurones, ce qu'on appelle évidemment des neurotransmetteurs. Donc, on peut aussi comprendre qu'est-ce que c'est ces neurotransmetteurs, pourquoi il y a ce trouble-là au niveau Parkinson, au niveau épilepsie, au niveau etc. On pense qu'il y a un côté dans la transmission entre ces cellules-là ne se fait pas correctement. Alors ici, il y a toutes sortes de choses à dire. Par exemple, donc si d'un côté, je vais mesurer les deux paramètres, et de l'autre côté, une fois qu'on a une fonction à régler, donc on peut injecter des charges externes pour générer ces potentiels d'action. On peut les contrôler à volonté. Alors évidemment, quand on génère une action potentielle dans la cochlée, ben, évidemment, on est en train de transmettre un sang. Si je stimule ma main, je pourrais, je ne sais pas moi, bouger, mettons, une partie des muscles, c'est parce qu'on a stimulé, puis les potentiels d'action circulent et contractent ces muscles-là. Et aussi, on veut voir stimuler les côtés neurotransmetteurs. Donc, si les neurotransmetteurs ils ont un problème quelconque, évidemment, on peut injecter des nouveaux neurotransmetteurs ou les stimuler à être efficaces. Est-ce que mon accent est correct? Ah oui. Bon, alors ça c'est l'introduction, la motivation. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, ce que je vous propose, dans les 30 moins 5 minutes, les menus suivants, grosso modo, donc comment on fait. Donc évidemment, dans la première, encore une fois, présentation, on a vu des casques, on a vu qu'on peut aller chercher des signaux. À Polytechnique, on les fait. Donc il y a des implants pour faire ça. Donc je vais vous montrer comment on procède, mais surtout pour, disons, encore une fois, l'épilepsie. Ensuite, je vais aller plus loin au niveau invasif, ce qu'on a utilisé les mots, pour aller chercher des multicanaux, parce qu'un seul canal, ça donne des bruits, c'est pas très pertinent. Ça prend évidemment des parallélismes pour aller chercher une information d'un milieu 3D des neurones. Et je m'arrêterai sur la vision pour vous montrer un peu où est-ce qu'on est rendu, quel est le statut. Ensuite, le côté chimie, le côté neurotransmetteur, et puis l'énergie, ça va rester des temps. L'épilepsie. Première transparence, c'est l'épilepsie. Donc, on a vu des casques, mais là, c'est qu'on le fait encore une fois. Donc, l'épilepsie, le problème avec ça, c'est qu'il est complètement aléatoire. On n'est pas capable de savoir d'où vient le cerveau. Donc, les casques peuvent être utiles si les crises épileptiques il est sur la surface. Mais si la crise épileptique il est en profondeur, qui est dans peut-être la majorité des cas, oublions les casques, ce n'est pas utile, ce n'est pas suffisant.
Donc il faut être un peu plus, malheureusement, courageux, invasif pour aller à l'intérieur. Les casques qui existent de nos jours sont surtout des EEG, donc c'est électroencéphalogramme, où on regarde sur le front, sur le cerveau, quels sont les signaux qui se promènent, qui sont extrêmement de faible amplitude, on parle des millivolts. Donc ça prend des systèmes très sophistiqués pour avoir des mesures suffisantes afin de faire des fonctions intelligentes. Donc évidemment, contrôler la télévision ou ouvrir la porte avec un switch, c'est des choses qui se font, jouer au game, ça se fait avec la casque EEG. Et si on veut aller un peu plus en profondeur, donc il y a un peu plus de précision, il faut aller en profondeur. Donc on a proposé un système qui combine EEG, donc des signaux externes, plus le côté optique. Alors l'optique, on peut injecter la lumière, comme vous voyez ici. La lumière traverse une partie du cortex. On parle d'à peu près 1,5 cm, 2 cm maximum. L'écho qui retourne, on peut les capter, les mesurer. Et ça nous donne évidemment des signaux, si vous voulez, qui ressemblent à ça, qui sont retournés optiques donc, du cerveau avec ça. Donc imaginez, vous avez un casque qui a une matrice des émetteurs, récepteurs optiques, et qu'on peut avec ça aller chercher des images qui ressemblent à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec l'optique ici? C'est que lorsqu'il y a une crise épileptique, il y a un changement majeur du côté oxygénation, donc l'oxygène change, et il y a aussi beaucoup d'autres choses en tant que telles, mais l'idée, donc, ça mesure un peu est-ce que le cerveau est bien oxygéné ou non. On peut essayer de vulgariser un tout petit peu, et ça, donc, ça donne des couleurs plus rouges s'il y en a un problème ou autre. S'il y a un tumeur aussi, on peut le voir. Et qu'on essaie de nos jours d'aller un peu plus en profondeur avec cette technologie pour mesurer ça. Donc, avec cette affaire-là, optique et EEG, on peut localiser dans quelle, à peu près, région vient des côtés crise épileptique, de quelle région. Ensuite, donc, les médecins rentrent dedans, ils mettent des électrodes qui sont sur la surface, comme vous voyez ici, pour localiser davantage. Donc, vous avez évidemment une matrice d'électrodes, et qu'avec cette matrice d'électrodes, on peut avoir donc avec un logiciel, je m'excuse, ça va vite. Donc avec ce logiciel-là, on peut voir, localiser où est-ce qu'il est le foyer. Donc encore une fois, comme j'ai dit, s'il est sur la surface, il y a moyen d'ouvrir malheureusement une petite fenêtre à travers évidemment le crâne, et puis aller faire une petite chirurgie, mettons, enlever, je ne sais pas moi, 1 mm de tissu, ça pourrait régler les côtés crise épileptique qui est sur, ou le foyer épileptique s'il est sur la surface. S'il est en profondeur, rien à faire, il faut aller en profondeur et je vais vous parler un peu plus tard. Mais ça avant, donc ça fait des systèmes qui est très sophistiqué, on parle des 256 canaux pour couvrir toute la tête et on pourrait donc faire des mesures un peu plus précises avec ça et combiner avec les EEG. Ce qu'on développe de nos jours maintenant à Polytechnique, c'est faire, disons, un système pour faire ces mesures-là, à ces canaux-là, qui est complètement portable. Donc, autrement dit, il n'y a plus besoin des câbles, puis des machines, puis des choses sur la ceinture. Ça va être tout sur la région parce qu'on met tout ça sur puce comme tel. Alors ça, pour le moment, il est un peu plus gros encore, comme vous voyez ici, mais ça fait quand même tous ces canaux-là. Et bien sûr, entre ces ceintures-là et n'importe où ailleurs, l'Internet, si vous voulez, ça se fait sans fil. Plusieurs types des câbles, des casques, des chapeaux ont été essayés parce que lorsqu'on a beaucoup de canaux, ce n'est pas évident d'avoir tous des bons contacts. Donc ça prend une innovation pour faire quelque chose avec, je ne sais pas moi, de l'air, où on peut, disons, pousser de l'air extérieur, puis ça fait homogène le contact un peu partout sur le cerveau. Donc tout ça pour dire qu'il y a des détails que je peux sauter ici. Maintenant, si le foyer est à l'intérieur du cerveau, en profondeur, il y a moyen donc d'aller à proximité entre les deux hémisphères, il y a des régions accessibles plus que d'autres, pour avoir l'électrode qui mesure, puis on a un système sans fil, complètement donc transparent, disons caché si vous voulez, et qui d'un côté il y a un système qui prend l'information et l'envoie sans fil à l'extérieur pour localiser où est-ce qu'elle est, pour informer qu'il y a une crise
et pour donc avoir un feedback pour régler ça. Alors, si je prends un signal, ça c'est un peu des traitements de signal. Les repos, il y a des signaux comme ça, mais lorsqu'il y a une crise épileptique, comme vous voyez, donc il y a beaucoup d'activités. Alors, analysant ça, on a compris que ça prend ici à l'intérieur des informations importantes. D'un côté, il y a, comme vous voyez, une augmentation brusque ou exponentielle de l'amplitude du signal. Et le contenu fréquentiel aussi, il est exponentiellement, donc on ajoute des fréquences à ça. Donc on peut faire l'histogramme comme ça montre quel est le contenu ici comme amplitude et fréquence par rapport à l'autre. Et on a développé donc une puce pour localiser ça. Surtout qu'on est ici en 7, où au début, là, on peut donc tout de suite localiser et stimuler électriquement pour arrêter l'épilepsie et éviter que la personne perde connaissance, etc. Donc je peux vous épargner les détails, mais grosso modo, donc, on parle ici, pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est cette électronique qui fait du travail. On parle de 1 mm par 2 mm. Donc c'est 2 mm carrés pour évidemment localiser puis arrêter sur mesure s'il y a un foyer épileptique. Donc, une fois qu'on a évidemment détecté en 7, donc quelques secondes, si vous voulez, je vais vous montrer combien la durée. Donc, il y a un stimulateur qui est déclenché pour revenir stimuler là où l'électrode a capté quelque chose, donc dans la même région. Évidemment, on ne peut pas être plus précis que ça pour le moment. On travaille aussi sur des micropompes pour injecter des médicaments. Autrement dit, au lieu de stimuler électriquement, on peut jeter quelques gouttes de médicaments pour aussi, disons, tempérer ou arrêter les foyers épileptiques pour le moment. Donc, je reviendrai sur les détails électroniques pour ceux qui veulent savoir, mais pour le moment, donc, le système, c'est deux parties, peu importe lesquelles. Il y a la peau ici, une partie externe, une partie interne. La partie interne doit être la plus safe, intelligent, flexible, etc., etc. Alors que la partie externe peut être un peu plus grande pour faire des calculs lourds, des traitements, et ainsi de suite. Mais pour vous donner une idée rapidement, donc, ce sont des antennes qui se parlent, un seul antenne, externe, interne. À travers cette antenne-là, on voit l'énergie pour alimenter tout l'implant et on échange des données dans les deux directions, comme expliqué évidemment en haut ici. Donc c'est ça. Et une batterie, comme vous savez, c'est bon pour une petite chose, mais à l'intérieur, maintenant, on a des systèmes sophistiqués, ça prend plusieurs niveaux de batteries. Ça prend évidemment des systèmes, encore une fois, qui est non gourmand parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. C'est ça. Alors, grosso modo, ça vous donne une idée. Donc, maintenant, ma batterie, elle est finie. Bon, je m'excuse. Justement. Ok, donc là, on est rendu ici, dessus. Ok, donc ça c'est le système, comme je dis en démo. Donc si je vais maintenant pour les mesures. Donc les mesures, on a des systèmes trop petits. Alors ici, ça vous donne 2 mm par 2 mm par 2 mm, c'est un cube. Il y a un point, quelques millimètres de longueur d'électrode pour aller dans le cerveau. Donc ça, c'est s'assumer sur la surface du cerveau. Et tout ça bouge avec le cerveau, parce que le cerveau bouge. Et qu'il y a ici, donc, on empile quelques puces électroniques. Alors, le puce qui est là, il est là, on parle des 2,3 mm. Et puis la puce suivante, il est là, on parle des un peu plus petits, ainsi de suite. Le troisième, on fait le banding, les connexions entre ces puces-là et les pins sont isolés l'un de l'autre. On a 4 par 4, donc on a 16. Et les détails électroniques, il est là, c'est pas nécessaire que j'aille dedans. Donc ce système-là, il s'insère, on peut mettre un ou plusieurs pour faire une matrice, couvrir la surface qu'on veut. Donc leur consommation d'énergie, ça fait dans les microwatts. Et grosso modo, ce qu'on fait, donc lorsqu'on a un pin comme ça qui est dans le cerveau, il nous ramène un signal qui ressemble à ça. Donc il y a des signaux un peu plus élevés que d'autres. Et là, on parle de
sont des potentiels d'action ou des spikes par rapport à des signaux où il y a des artefacts et des verrouilles. Donc, on peut éliminer ce qu'on n'a pas besoin et on garde les spikes avec des seillages pour savoir qu'est-ce qui est spike et ce qui n'est pas. Donc, il y a des seillages qui sont contrôlés à la main ou également par le logiciel. Et puis, pour un spike, évidemment, on veut les récupérer au complet parce qu'on ne veut pas dire qu'il y a un spike ou non. On veut savoir quelle est l'information dans le spike parce qu'on a vu dans la première présentation aussi, ces spikes-là, on peut faire les jargons anglais sorting, ça veut dire on peut les classer et on peut, à la limite, si on est dans une seule région, on peut savoir de quelle cellule neuronale exactement vient le signal. Donc, on a besoin de ça pour donc, je vous épargne les détails encore électroniques, mais si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, ça me fait plaisir. Par la suite, donc, ensuite, on a dit, on veut améliorer parce que la première, disons, c'était numérique, digital et analogique, là. Alors qu'ici, on a purement analogique, l'électronique fondamentale qui nous permet de faire des choses beaucoup plus, disons, payantes au niveau énergie, pour consommation. Alors ici, je parle des processeurs analogiques. J'en ai une série, ils sont un pour chaque canal. Ces processeurs analogiques, ils font réveiller cette partie-là quand on a besoin. Parce que les spikes, évidemment, vous savez qu'on est très lent au niveau réflexion, tout ça. Donc, évidemment, les spikes, lorsqu'il y a un spike ou un potentiel d'action à livrer vers l'extérieur, ben, on vient réveiller les canaux, on réveille les transporteurs ou les transmetteurs et on l'envoie. Pendant ce temps-là, l'énergie vient de l'extérieur pour alimenter tout ça, bien sûr. Qu'est-ce que fait le processeur? Il est là. Donc, j'ai un signal, je l'ai montré tantôt qu'on prend d'une électrode. Le processeur qui est là, il calcule les niveaux d'énergie. Donc, ça, c'est évidemment un peu des mathématiques encore. L'énergie veut dire, ça, c'est le signal qu'il rentre. Ce qu'il fait l'équation, il la rectifie, comme vous voyez. Et par rapport à un seuil, il devient plus simple à mesurer. Et ensuite, on peut savoir qu'il y a, donc on peut la récupérer plus loin. Donc, pour faire le travail, ces processeurs analogiques, on parle des microns. Microns, donc extrêmement petits par rapport à 1 millimètre là, et qui consomment en bas des 1 milliwatt. Donc, on parle des 780 nanowatts pour vous donner. Ok, donc finalement, pour la vision en transparent, l'idée c'est d'aller vers le cerveau travailler, non pas dans la rétine ou dans la nerf optique. Parce que la rétine et les nerfs optiques ne sont pas fonctionnels. Soit qu'on est né comme ça, soit qu'on a laissé mourir après 10-15 ans, sont non récupérables, etc. Donc l'idée c'est d'aller dans la région primaire de la vision, là où ces organes-là donnent l'information au cerveau. Alors, on voit ces vidéos, ça vous donne une idée un petit peu de ce que c'est. L'interne, donc l'externe, les caméras, le processeur, etc. L'interne, il y a une antenne, il y a une puce pour prendre l'image, les données, comment, tout ça, et distribuer à des unités comme ça. Chaque unité, d'un côté, il y a une matrice de pins, comme je viens de dire, 4x4. Et là-dessus, il y a une puce qui est renversée et connectée directement à travers des substrats spécialisés comme ça. Donc, la rétine qui est là donne l'information en nerf optique. Il y a des traitements, comme je dis. Et on vient dans cette région-là, qui est cette région-là qui est rouge, très, très large au niveau. Donc, chez l'adulte, on parle de plusieurs centimètres carrés. Et évidemment, entre les deux hémisphères, l'accessibilité n'est pas facile, mais évidemment des chirurgiens qui sont capables de le faire. Donc, c'est ça. Alors, ça ressemble à ça. On a un tube ici. Ça, c'est une puce qui est renversée pour lui 4x4 pour faire le travail. Encore une fois, si on parle de 1 mm, grosso modo, comme dimension. Ceci dit ici, donc, l'électronique, encore une fois, donc on parle d'énergie qui est électromagnétique envoyée sans fil pour alimenter tout ça. On parle des liens radio ou liens aussi capacitifs pour faire les débits nécessaires pour l'imagerie. Et c'est des détails comme tels. Donc, lorsqu'on stimule dans le cerveau, alors évidemment, on peut faire toutes sortes d'algorithmes de stimulation pour rendre ça efficace, pour éviter que les tissus soient évidemment endommagés, pour éviter que les tissus ou les systèmes s'habituent à la stimulation.
Au lieu d'avoir des filages, ben, on fait des systèmes qui sont, chacune de ces 4x4 est complètement autonome et qui communique avec un, disons, un contrôleur principal à l'intérieur des cerveaux, tout ça. Et dès là, évidemment, on communique avec le monde extérieur pour aller vers une machine. Chacune de ces unités-là, il est faire le fitting entre ça et ça, ensuite transporter l'information à l'intérieur à travers bien, comme vous voyez, sans fil, l'interface et les différents modules de stimulation et d'émission. Ok, donc je vais assez vite. Évidemment, donc, premier travaux, c'est tester ce qu'on fait. On est en sciences appliquées, comme vous savez, donc il faut que les systèmes électriques fonctionnent et il faut valider ça dans des sujets. Donc évidemment, je ne vous montre rien de spécial à part un rat. Donc l'idée chez les rats, c'est les rats aveugles. L'idée, c'est de tester les systèmes. Donc ça, c'est un 4x4 sur une puce et que sur un sel noir, pour vous donner une idée ici. Donc pour les rats, l'idée, c'est il est aveugle, de montrer un spot de lumière à gauche ou à droite seulement pour qu'il s'échappe. Donc là, si vous voyez, comme vous savez, un rat, une lumière à gauche, il va essayer d'aller à gauche ou à droite, je sais pas trop, et juste pour valider, donc montrer que le système fonctionne, et montrer s'il y a un impact sur les tissus, sur les rats, à long terme. À long terme, on parle de quelques semaines, pas bien sûr plus longtemps que ça. Donc ça, c'est évidemment préliminaire avant d'aller vers bien sûr, les singes les plus, disons, pertinentes pour faire des tests de stimulation comme ça. Donc ça, si je vous épargne les détails encore une fois, comment se fait le montage pour aller... Parce que les rats, il a un cerveau extrêmement fragile, donc ça prend évidemment des gens, je ne sais pas moi, beaucoup de patience pour pouvoir essayer quelquefois avant de briser le cerveau, etc., un cerveau. Et évidemment, ça a marché. Donc ça, c'est tout ça pour dire, c'est le côté au niveau mesure comme tel. Maintenant, au niveau neurotransmetteur, ça veut dire le côté des ions, le côté chimie, si vous voulez. Donc l'idée, c'est de pouvoir manipuler ces charges, ces neurotransmetteurs. Donc, ils se promènent entre neurones, comme je l'ai dit. Donc l'idée, c'est de les attirer pour aller dans un tunnel quelconque, et les mesurer et les libérer de nous. Donc on parle d'un système comme ça. D'un côté, il y a le côté microfluidique, donc microcanaux à l'intérieur, puis le côté électronique qui manipule ces ions. C'est basé sur ce qu'on appelle des DEP ou d'électrophorèse ou magnétophorèse. Donc la différence, c'est que ça, c'est contact direct. On parle lorsqu'on met sur des... Mettons ici, on a des électrodes, comme vous voyez, interdigitées là. Donc, si je mets des ondes sinusoïdales déphasées un peu, je peux créer un champ électrique. Ce champ électrique crée une force. Cette force va pouvoir évidemment manipuler ces ions, puis on peut les manipuler. Pendant que les ions se promènent, évidemment, l'électronique fait la mesure nécessaire. Ça, c'est magnétophorèse, c'est-à-dire sans contact direct avec des microbobines. On peut faire. Je vous montre quelques images. Alors évidemment, il y a des outils de nos jours comme Sol ou un 6 ou plusieurs pour pouvoir modéliser tout ce qu'on vient de dire ici au niveau microfluidique. Et prototype ici avec des microtubes pour valider. C'est un système complet. On montre ici la première couche qui est les microfluidiques. Évidemment, ce sont des travaux de doctorat pour mesurer tout ça. Ou les côtés magnétiques, microbobines, où il y a ici un réseau de comme de fleurs, là, qui sont des microbobines pour faire le travail. Il y a des entrées et sorties des ions pour les tester. Bon, c'est ça, donc j'avance, le chef, j'espère. C'est ça, donc ici, la recette, comment on fait ça, mais ce n'est pas important. Donc, évidemment, on a des puces universelles pour faire les côtés depth, les côtés, donc, ou magnétophorèse. Puis on peut utiliser ça pour disons, applications principales. On parle ici des microélectrodes. Et ici, on parle des côtés microfluidiques. Donc, microélectrodes pour les cellules neuroniques où il faut être, donc, on a la plateforme de base avec la puce, et on arrive avec la matrice qui est là pour pouvoir, donc, il y a des cellules, on a un laboratoire, je vais vous montrer quelques images à la fin, en vidéo. Donc, on peut faire des cultures cellulaires, donc on peut disposer des cellules ici
les mesurer, les stimuler, manipuler à volonté. Et puis ici, le côté, évidemment, microfluidique pour le côté application comme qualité de l'eau, par exemple, ou alimentation, ou une plateforme beaucoup plus grande. Mais c'est le même principe au niveau de la manipulation des mesures. Ensuite, les côtés des yeux, donc on parle du côté région ici, c'est les ions, les liquides qu'on veut mesurer. C'est une paire de contacts qu'on appelle donc, je sais pas, une capacitive, ce qu'on fait, ça peut être impédance, une capacitive, avec une capacité de référence, la puce qui fait tout ça. Et donc, ensuite, à l'extérieur, il faut faire la lecture et les mesures complètes. Donc, ça vous donne une idée, c'est la même chose ici, le côté chimie, capteur, les côtés lecture et acquisition des données. La même chose ici, mais on montre plus clairement qu'il y a deux capacités, une capacité de référence, une capacité de mesure. Et la différence entre les deux capacités nous donne la lecture qu'on cherche. Donc ici, on parle des différences entre capacités où on peut aller beaucoup plus bas que les femmes tout farà. C'est beaucoup plus fin, plusieurs circuiteries pour faire le travail. Mais on améliore ça une fois pour aller plus loin. Quelques mesures, donc une puce comme ça, encore une fois 2,5 par 2,5 mm, un peu plus grande. Ça vous donne une idée qu'on peut mesurer dans l'échelle 10 femtofarad grande par rapport à ce qu'on peut mesurer. Et l'idée ici, donc, j'ai le côté d'électrophorèse. On peut appliquer des électrophorèses positives et négatives. Ça veut dire qu'on peut, si on met des cellules ici, on peut les envoyer de l'extérieur avec le côté positif, puis négatif, on peut les récupérer à l'intérieur. Ici, on a une puce donc, fabriquée, et donc ça c'est des broches pour pouvoir manipuler, mais la puce est tout petit, on parle de 2,5 mm. Dans un tube comme ça, on peut jeter dans des liquides qu'on veut mesurer. On prend ici plusieurs types d'électriques ou de liquides, éthanol, etc. Et on peut voir qu'il y a des solutions organiques, on peut mesurer facilement leur différence dans cette cave qui est là avec ses entrées et sorties qui sont les caves ici. La même chose de l'éthanol, si je prends ça, puis change la concentration au niveau pourcentage, vous voyez que aussi c'est facile à mesurer. Donc, ceci dit, pour les côtés magnétiques, les systèmes, ça ressemble aussi. Donc, on a le côté microfluidique, un tunnel, une puce électronique et les régions se promènent ici. Et avec le côté électronique, de l'autre côté aussi des plateformes, si vous voulez, ou PCB miniatures. Et puis, il y a donc un système qui est, au niveau chimie, il y a les microplates, comme on les appelle, donc il y a des trous et on met des liquides dans ça. Et avec les microbobines, on pourrait faire des mesures. Microbobines, ça veut dire, dans la circuiterie, il y en a plusieurs topologies pour pouvoir faire des mesures précises. Bon, c'est ça. Donc, pour l'énergie, donc évidemment, il y a des travaux sophistiqués pour utiliser des choses mobiles sur la piste. Dans la piste de millimètres, il y a des choses qui bougent. On appelle mechanical system. La vibration peut être utilisée. Le côté thermoélectrique. Donc, lorsqu'on met quelque chose sur notre corps, la différence entre le corps et l'extérieur, ça fait une certaine énergie qu'on peut récupérer. Le côté piézoélectrique, quelque chose qui bouge avec la pression seulement. Dans le soulier, par exemple. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas très utile pour le côté bio, parce que d'abord, il faut couvrir tous les corps avec des systèmes comme ça, pour que ça donne un peu d'énergie, ce n'est pas suffisant. Et la personne ne peut pas bouger, malheureusement, etc., donc ce n'est pas pertinent. Il y a les côtés biorécepteurs, les travaux actuels, donc les sucres qu'on a, les enzymes, les cellules neuronales que j'ai montré qu'il y a des signaux qui se promènent un peu partout. Il est possible de récupérer, mais pour le moment, ce n'est pas payant, donc ça prend plus d'énergie à dépenser pour ce qu'on peut récupérer, ça ne marche pas. Alors, il reste les côtés radio, où on est en train de travailler avec ça, et les côtés transcutanés, donc les principes des transformateurs qui existent depuis 100 ans, mais évidemment, c'est rendu bien sophistiqué, il y a des produits standards maintenant pour faire le travail avec ça.
Donc, je vous épargne les détails, mais grosso modo, aussi des systèmes plus élaborés. Maintenant, on parle des 3 paires de bobines. Une paire, c'est pour l'énergie qui est au milieu, qui travaille en fréquence X. Puis deux autres paires pour aller-retour sur des fréquences différentes afin de maximiser le rendement de tout ça. C'est ça le but. Et puis, on fait le calibrage dans le feedback pour que l'énergie transmette les données soit stable pour éviter le réchauffement des tissus ou les dommages quelconques. Donc, ça fait sans non calibré pour les données. C'est ça. Donc, évidemment, ça, c'est les 3 paires qui sont disposées horizontalement, ce qui est le cas dans le cerveau. Mais à l'intérieur des corps, on peut les mettre disposées sous forme verticale, comme vous voyez, une paire, 2 paires et 3 paires. Donc ça, c'est les données aussi, donc le travail devait soulever ça. Le côté RF, le côté transmetteur, donc l'idée c'est de pouvoir faire travailler avec les fréquences permises au biomédical, mais faire, donc je n'ai pas les chiffres ici, mais grosso modo faire 3 mégabits par seconde avec 3 milliwatts, ce qu'on a le système technique. Donc, je vous avais expliqué un tout petit peu qu'est-ce qu'on fait au niveau brain-machine, brain interface dans les deux directions, au niveau donc externe, etc. Au niveau mesure à l'intérieur, stimulation, l'histoire de lab surface qui est émergente comme technique, les côtés sans fil, les côtés intégration. Et il y a beaucoup de travail à faire et on est en train de pousser les limites un peu partout. Je vois que Christophe me regarde. Mon laboratoire, il est parti en 1994 comme tel. Alors, ces travaux-là, donc, j'ai donné un résumé, mais on parle des 150 maîtrises de PhD qui ont complété leur diplôme avec nous. Complété. Actuellement, ça vous donne une idée combien les labs sont occupés. Un postdoc, un associé de recherche, un technicien primaire. Collaboration, évidemment, je ne fais pas la chirurgie, on n'a pas d'ERA polytechnique, mais je collabore avec plusieurs collègues des différents instituts médicaux mondiaux et ailleurs. On reçoit du support, heureusement, on a encore un peu d'argent pour faire la recherche du côté fédéral et du côté provincial, quelques partenaires industriels. Les centres de recherche québécois que je dirige depuis maintenant aussi 15 ans s'appellent RESMIC pour le microsystème, donc le microsystème ici. Alors on parle de 60 profs, on parle de 400 étudiants aux études supérieures, on parle des 9 universités qui nous donnent un peu d'argent pour travailler ensemble. Et puis on a plusieurs, disons, activités pour motiver un petit peu. Et j'organise une conférence internationale à Montréal, donc je fais la publicité un peu, ça s'appelle DISCAS, CAS pour Circuit System, circuit et système. C'est la plus grande dans le domaine. J'étais en compétition avec évidemment le Sydney, puis Fiji, etc. C'est les plus gros, on parle de 2000 personnes qui vont venir parler de ce qui vient à Montréal l'an prochain. Ça c'est mon équipe, et je remercie tout le monde, évidemment, je vous remercie de pouvoir écouter. Et ici, j'ai un vidéo, j'espère qu'il va tourner, puis pendant que j'écoute vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conférence. Alors, on va aller avec peut-être quelques questions. Enfin, ça, je ne sais pas si vous pouvez commenter sur la technologie, en fait, R+2, je crois, 55. La technologie? La technologie, je pense que c'est R+2, le nom de l'œil donné quand la stimulation avec la caméra. On la voit sur Internet, c'est ancien avec les nouvelles. Non. 55, je pense, la compagnie. Oui, 55, oui. Oui, 55, c'est toujours le côté rétine. C'est Artificial Retina. Ils en ont, disons, une douzaine de patients qui sont là depuis maintenant 1 ou 2 ans, mais il n'y a pas de nouvelles. Ça veut dire, les nouvelles préliminaires, ça avance. Il y a des résultats encourageants, je dirais, mais c'est loin d'être bien établi. Moi, j'avais une question sur, il disait les cellules de la langue pour voir, parce que
Oui, bien sûr, il y a toutes sortes de travaux qui se font. Il y a la langue, il y a les fronts, il y a les mains, il y a bien sûr, on a parlé de la rétine. Alors la rétine est la plus bien sûr, directe parce qu'on stimule, la rétine elle est comme ça concave, alors il faut mettre des contacts, un contact c'est un pixel et les nerfs optiques aident un tout petit peu. Ça reste préliminaire, c'est pas assez, disons, grande comme résolution. Les autres, c'est qu'on a les feelings, des feelings qu'on est en train de, je sais pas, quand on stimule. C'est ça qu'ils voyaient avec la lampe. Oui, mais c'est ça. Avec le temps, avec la pratique, non, c'est évidemment, on connaît ces travaux-là, donc la stimulation donne une impression qu'on est en train de... Tu peux pas faire quelque chose d'optique avec une nerfs de... Non. C'est une dernière question. Quelles régions du cortex visuel sont nécessaires? Est-ce que juste stimulation de V1 pourrait suffire ou il faut plus être modifié? C'est ça, je disais au début que la vision n'est pas tout à fait comprise là, comme bien notre fonction. Donc on a segmenté, vous savez, ça existe depuis 100 ans ou 50 ans, les cerveaux qui fait quoi. Mais donc les V1, il est la région la plus accessible, là où on peut aller maintenant. Qui fait quoi après? Il y a des régions partout qui aident un peu la vision. Mais on pense que si on est efficace dans les côtés primaires, dans le côté V1, logiquement, on peut faire du chemin avec ça. Bon, joignez-moi à remercier. Bon, c'est ce qui clôt notre événement. Si vous avez aimé ça, on a un groupe Facebook, on a une page Facebook aussi. On a un groupe Meetup, rejoignez-nous, donnez-nous du feedback, on veut savoir si vous avez aimé ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois, puis on peut aussi savoir qui vous êtes. Alors, merci beaucoup.